Salut à tous, aujourd'hui un podcast avec Max Gain sur les réseaux sociaux, donc Maxence, qui a été champion de France IFBB en junior en men's classique en 2019. Donc je vous laisse découvrir Maxence, on va parler au cours de ce podcast de sa prépa, où il est notamment descendu à 500 calories par jour, de la difficulté de la prépa avec l'environnement qu'il peut y avoir au sens large, également de ses objectifs futurs et de ses difficultés donc, qu'il a pu rencontrer et qu'il rencontre encore actuellement au niveau du bodybuilding pour lui et notamment de la consommation de nourriture par exemple. Voilà, je vous laisse découvrir donc Maxence et puis je vous laisse commenter aussi et voilà, bonne écoute. Eh bien, salut Maxence, merci d'être là avec nous pour un nouveau podcast. Bah, avec plaisir. Euh, Avec plaisir. Merci de ton accueil sur ta petite chaîne, du coup. Bah écoute, ouais, ça fait plaisir d'avoir des athlètes. Tu dois être le plus jeune, je pense, que je vais avoir sur la chaîne actuellement. Ok. Donc c'est assez cool. Puis en plus, bon, bah, dans une catégorie classique physique, même si là, par contre, t'es pas le premier, mais c'est vrai que c'est quand même un petit peu en vogue, donc ça va être intéressant de voir un petit peu ton parcours et tout. Mais d'abord, comment est-ce que tu vas? Comment tu es sorti du confinement, par exemple? Comment est ta Et, situation actuelle, tout ça? et bah, je te remercie. De mon côté, ça va. Le confinement s'est plutôt bien passé. Pour ce qui est des entraînements, je t'avoue que j'avais pas trop le mental pour maintenir une activité physique, je dirais journalière. Donc, je m'entraînais un petit peu type street workout. J'aime beaucoup tout ce qui est agré, handstand, toutes les figures un petit peu statiques, strictes au sol. Ça me permet de recruter tout simplement le système nerveux, d'aller chercher un petit peu loin dans les limites. C'est une sensation que j'apprécie beaucoup en musculation aussi. Donc, je m'y retrouve un petit peu dans les mouvements d'agré. Donc, j'ai maintenu l'entraînement au poids de corps, au sol, pendant le confinement. Donc, pas d'entraînement de musculation. Ça m'a permis de maintenir, je dirais, un petit peu un minimum la force, à défaut forcément de perdre en masse musculaire. Mais ça, c'était inévitable, je pense, pour tout le monde. Mais du coup, ça s'est plutôt bien passé. Euh, Pas mal de temps pour soi, du coup, forcément, pour savoir un petit peu ce qu'on veut, où on veut aller un petit peu plus. Donc je dirais une bonne 2 mois qui ont permis de prendre vraiment du recul sur pas mal de choses, quoi. Donc assez bénéfique ce confinement au final. C'est que t'avais pas non plus de matériel pour t'entraîner comme il faut, ou c'est vraiment que tu as voulu en profiter pour faire une pause, entre guillemets? Un petit peu des deux. Je pense que le fait que j'avais pas beaucoup de matos m'a poussé sur la décision de me reposer en fait. Ouais. J'avais une barre de traction puis des élastiques. Donc ça faisait un petit peu des tractions tous les jours avec mon ex, mais rien de folichon quoi. Ça restait assez médiocre. Et là, du coup, t'as réussi à reprendre la salle? Avec grand plaisir évidemment, j'ai repris du coup la salle dès sa réouverture. Ouais. Moi, je suis de la région pardon grenobloise, donc les salles ont réouvert le 2 il me semblait que c'était, contrairement à Paris qui par exemple ont mis plus de temps, etc. Mm. C'est vrai que ça va faire bientôt un bon mois que j'ai repris la salle. Donc ça, c'est une très bonne reprise, ça fait du bien. Ça fait du bien. Comment tu l'as abordé cette reprise, toi, au niveau de l'entraînement? Alors j'ai récupéré forcément à mon rythme. J'y suis pas allé trop vite et j'ai conservé la même intensité, je dirais, que je mettais dans les entraînements passés, quoi, qu'il y avait avant le confinement. Simplement, les charges ont diminué amplement. Les articulations pendant le confinement ont pris un petit coup à mon grand étonnement. Ouais. J'ai eu mal vachement aux tendons, aux articulations. Donc je pense que le fait que le corps vraiment se relâche sur le point de vue de l'activité physique, de la musculation, surtout les tendons n'ont vraiment pas apprécié la perte de muscle. Et niveau douleur articulaire, du coup, pour la reprise, c'est pour ça du coup que les charges restaient des charges modérées et raisonnables. Et là, du coup, je reprends crescendo la progression des charges. Sinon, mes entraînements sont restés quand même relativement les mêmes. Ouais, t'es pas reparti sur des full body, par exemple, ni rien. Pas du tout. Au contraire, ce serait vraiment, ça aurait été pour moi la reprise à l'élastique de faire du full body pour reprendre. Ouais. C'est vraiment le dernier truc qui m'aurait stimulé vraiment. J'avais besoin je dirais, de pousser, de sentir le poids, de sentir la charge, de vraiment se dépenser, quoi. Ouais. Bon, bah, du coup, on va peut-être maintenant un petit peu parler de ton parcours. Donc, tu as été champion junior, champion de France junior en 2019 en main classique.
Mais Alors, avant, t'as été aussi un men's physique. alors c'est Comment t'es arrivé à tout ça? En fait, j'ai commencé la compétition à mes 18 ans, donc en 2016, à laquelle j'ai participé au Natural Fitness Show. Donc à l'époque, c'était le NFS. Ouais. Je m'étais mis cette compétition en objectif suite à une blessure au poignet. Je m'étais tout simplement fracturé le scaphoïde. Donc suite à une opération et 4 mois d'arrêt, j'avais perdu beaucoup de poids et NFS se passait 6 mois après. Donc je m'étais mis comme objectif de participer à NFS après 4 mois après la reprise en fait de la musculation. Mais ça faisait combien de temps que tu t'entraînais avant cette blessure au poignet? Ça faisait 6 mois que je Ok. m'entraînais avant la blessure. Ça faisait 6 7 mois. Ok. Et donc à la reprise, j'avais voilà encore 6 mois pour retravailler mon physique. Donc j'ai pas mal taffé. Et c'est là vraiment que je me suis découvert, je dirais, l'acharnement et la motivation, le mental, tout ce qui tourne autour d'une préparation de compétition en fait. Et arrivé du coup à NFS, j'étais tout petit, j'étais tout fin. Je Ouais. faisais 58 kilos pour 1m70 du coup en men's physique. Ok. Donc vraiment assez fin. J'avais gagné du coup à l'unanimité des juges, donc à ma grande surprise, donc vraiment très content. Ça m'a, je dirais, vraiment conforté dans le fait que j'aimais la compétition et que c'était quelque chose que j'avais envie de faire. Mhm. J'ai donc pris, je dirais, 2 ans entre guillemets de repos, encore entre guillemets. Ça a été plus 2 ans, je dirais, de vraiment de travail qualitatif sur le muscle. Essayer de manger un petit peu plus parce que j'ai du mal à manger. J'ai un Ok. métabolisme qui tourne très très vite. Donc pour prendre du poids, il faut que je tourne à minimum 4500-5000 calories. Donc c'est assez éprouvant. Je fais 1m70, donc je suis pas un très très gros gabarit. Ouais. Il faut vraiment que j'avoine, quoi. C'est du gavage. Donc pour essayer de conserver un minimum de masse musculaire, il faut vraiment que je mange beaucoup. Donc ces dernières années, je me suis concentré justement sur une alimentation qui me correspondait le mieux. Je me suis vraiment cherché dans l'alimentation, savoir ce qui me plaisait et ce qui me correspondait bien. Parce que voilà, tout le monde ne peut pas manger que des pommes de terre, par exemple. Moi, je suis pas très bien réceptif, ça me brasse vite le ventre, j'ai des remontées acides. Donc, j'ai vraiment, pendant ces années, essayé de gérer mon alimentation pour qu'elle me corresponde en mieux, jusqu'à arriver, du coup, en 2019 à NFS, à IFBB, pardon, où j'ai décidé de préparer la compétition, je dirais, 4 mois avant l'échéance de la demi-finale. Je l'avais déjà en tête, mais c'était vraiment pas, c'était pas sûr, en fait. Et 4 mois avant la compète, j'étais donc en prise de masse et j'ai eu un petit peu le déclic, quoi. Je me suis mis en prépa. Donc j'ai attaqué par 2 mois de prépa avant la demi-finale sud, du coup, Ouais. en physique, donc que j'ai gagné en men's physique aussi. Et du coup, c'est à la fin de la compétition que le président IFBB ainsi que les juges sont venus me voir pour me dire clairement que ça allait pas du tout, que mon physique ne correspondait pas aux critères actuels d'un men's physique en IFBB France, que mon posing était trop hard et que j'étais hors catégorie. Ok. Donc, Mais ils t'ont quand même fait gagner. ils m'ont quand même fait gagner. Je pensais que j'allais être dernier, mais à la belle surprise, ils m'ont fait gagner parce qu'ils m'ont dit ton physique mérite quand même une première place. Donc, ils m'ont fait gagner, mais en me proposant du coup la possibilité de changer de catégorie tant que je ne vais pas en finale en catégorie men's physique. Donc ça, il me l'avait dit avant même qu'on ait les places. Donc il m'avait dit, peu importe le classement que tu as, nous t'offrons ta place en finale pour que tu ailles exposer ta shape dans une catégorie body qui te correspondra à leur goût un petit peu plus. Ok. Donc j'avais jamais préparé du body, hein. Il me restait du coup 2 semaines pour tirer en body, en classique physique ou en men's classique. Moi, ce qui m'attirait le plus, c'était le men's classique, parce que c'est ce qui se rapproche le plus du body et celui qui garde la touche la plus, je dirais, la plus old school, la plus esthétique possible. On a vraiment, je trouve, dans le men's classique, une part vraiment, une touche personnelle qu'on peut amener, à l'inverse du body dans lequel on est un petit peu plus restreint sur les poses. C'est moins Ouais. du posing old school un petit peu. Donc voilà pour ça. Donc j'ai pendant 2 semaines préparé du coup ma chorégraphie en men's classique. Donc c'était du grand nouveau. C'était une découverte totale, hein. Je suis passé sur une musique d'opéra Ok. parce que j'avais envie de passer sur une musique tout simplement différente, qui me correspondait un petit peu plus, avec laquelle j'arrivais à mieux transmettre ce que je voulais dégager sur scène. Et je me suis vraiment éclaté. Ça a été un posing vraiment kiffant sur scène.
Ça a été super dur. Au premier passage individuel sur scène, j'ai fait un petit malaise vagal Ok. que bah, tu dois voir ce que c'est. Hein, généralement, tu as envie de tomber par terre, quoi. Donc là, C'est stress à ton avis ou un manque enfin une hypo ou quelque chose ouais, c'est plus déshydratation. d'hydratation? Scène, quand je force très, 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 très fort. Je me suis d'ailleurs déchiré le quadriceps gauche, le vaste interne, donc sur scène, en forçant. Ok. J'ai des crampes vraiment très importantes quand je contracte. Ça fait que ça me fait des micro-lésions musculaires, c'est très douloureux. Et je pense que le corps simplement se Ouais. protège à la douleur. Donc je suis descendu de scène la première fois, en comparaison, j'ai vomi. Donc j'ai vomi directement en sortie de scène. C'était super dur parce que j'étais en déshydratation totale. J'ai donc bu peut-être direct un demi-litre d'eau. Vraiment, il n'y avait plus de physique qui comptait ou pas. Là, j'étais vraiment dans le dur. J'avais Ouais, vraiment besoin de boire. Donc j'ai enquillé une bouteille d'eau vraiment par survie. Et puis au second passage individuel, pareil, j'ai fait mon passage individuel et j'ai revomi en sortant de scène. Mais là, c'était plus violent parce que le corps était vraiment en train de se protéger. Mais ça m'a pas empêché d'afficher une bonne shape sur scène quand même, ce qui m'a permis également de gagner en men's classique au final France IFBB. C'était le 1er avril. Ouais, 1er avril. Tu, euh, tu coupes beaucoup l'eau pour être aussi déshydraté ou t'as pas joué pourtant avec l'eau? Si, moi j'ai coupé pas mal l'eau. J'ai coupé l'eau, pas énorme, hein, pas 48 heures, mais j'ai fait une décharge progressive sur 48 heures. Donc j'ai commencé, mettons, la 48 première heure à compter de l'échéance de la compète. J'ai bu 500 millilitres. Après, à 40 heures, j'en ai bu 300. À 36 heures, j'en ai bu 200. 30 heures, 100. Et mettons, à 24 heures de l'échéance, j'ai coupé Ok. totalement. Et j'ai aussi envoyé, du coup, avant de monter sur scène, j'ai joué avec la balance sodium-potassium, Ok. système nerveux, ce qui a marché exceptionnellement. Franchement, j'étais très surpris. Mon beau-frère avec Max aussi, Max bien sûr et ma sœur, quand je parle de moi, m'ont suivi tout le long dans ma compète. Hein, ils étaient à côté de moi, ils m'accompagnaient. Je veux dire, c'était mes piliers aussi pendant la compétition. Et donc avec Max, on a géré la balance sodium-potassium. Ça a eu un résultat, un résultat de fou. On était bouche bée. Franchement, ça nous a mis sur le cul. Euh, Ça m'a fait perdre peut-être les 2% qui me manquaient pour être le plus sec possible, quoi. La peau s'est vraiment absorbée comme une machine, en fait. La rétention intracellulaire, c'est en claquant des doigts, ça s'est activé et ça a marché vraiment très très fort. C'est vrai que sur la pose de triceps où t'as vraiment une découpe du triceps qui est impressionnante avec ton chef-long en plus qui descend très bas. Le triceps a vraiment été découpé, saccadé, quoi. C'était Ouais. vraiment avec à ma grande surprise, ça c'était mon objectif un petit peu, je dirais, quand j'ai commencé. Donc j'étais ravi de voir le résultat. C'était le fessier strié aussi, qui était pour moi vraiment signe d'une bonne préparation pour un body. On C'est m'a clair. toujours dit que quand un body a les fesses striées, c'est que le gars il a un physique. Donc je le savais pas. C'est quand j'ai vu la vidéo du coup que j'ai vu que c'était bien découpé. Ouais. Donc ça c'était sympa, c'était cool. Et puis voilà. Hein. Donc au niveau des coachs, c'est vraiment Max et ta sœur du coup qui t'ont coaché tout le long. J'avais pas de coach, en fait, j'ai jamais eu de coach, je me suis toujours entraîné tout seul. Je suis Ok. personnellement coach, du coup, je mets en application, je dirais, un peu mes techniques et ma science sur mon physique. Ils m'ont vraiment aidé pour l'aspect nutrition. Je me Ouais. débrouille vachement bien en aspect en nutrition, en diète, tout ça, mais une prépa de compète, c'est totalement autre chose. Les derniers jours, pendant 3 semaines, quand j'étais en décharge, j'ai été amené à manger 530 calories par jour. Oh putain. Donc on a poussé le vice Ouais. à un point inimaginable en fait, et je le savais même pas que moi j'étais à 500 calories. Pendant cette période-là, j'étais à 10 entraînements par semaine, donc 3 jours par semaine qui comprenaient 2 entraînements par jour. Donc avec les 530 calories toujours, hein, donc c'était quand j'étais dans l'entraînement, je me rendais même pas tant compte que j'étais fatigué parce que j'étais tellement matrixé, j'étais vraiment dans un dans une dans une autosuggestion, dans un matrixage psychologique que mon Ouais. corps suivait totalement. Vraiment, c'était incroyable. La force avec le manque de d'énergie, elle était quand même présente.
J'ai conservé le maximum de charge pendant la sèche pour conserver un maximum de densité et avoir l'air le plus dur possible sur scène, en fait. Tu peux nous donner une journée type à 500 calories, du coup, à 3 semaines d'une compétition? Ouais, carrément. Alors, si je suis en recharge, ce qui était la plupart du temps, entre guillemets, le matin, je conservais un minimum de flocons d'avoine pour pas mourir, en fait. Pour pas, tout simplement, je conservais 40 grammes de carbs, donc de flocons d'avoine, que je mangeais avec 2 blancs d'œufs et un jaune. Donc, ça faisait un œuf entier plus un blanc. Donc, je mangeais pas énorme en protéines ni en quantité. À 10 heures, j'avais 80 grammes d'eau de cabillaud crue. Donc, je mangeais mon poisson cru. Ça a été encore une fois une décision personnelle parce que mes premières prépas, ça m'a trop violenté, je dirais psychologiquement, de manger du colin et des brocolis. Je suis arrivé à des phases où je mangeais mon repas dans ma voiture et j'étais en larmes. Et j'étais en larmes totales parce que je dégoupillais, quoi, clairement. De bouffer mon colin avec les brocolis, ça me faisait mais être dans un mal-être, dans un état vraiment de Ouais. faible, ça me faisait vraiment retomber le face sur terre, quoi. Et je me disais, putain, mais t'es une merde, t'arrives pas à bouffer ton colin, t'arrives pas à pomper ça. Donc la bouffe a vraiment été un aspect, je dirais, très impactant dans la prépa. Donc en 2019, j'ai changé les choses et j'ai mangé que du poisson cru. Et franchement, ça a été la meilleure prépa que j'ai pu faire au poisson cru. Donc j'ai mangé uniquement du dos de cabillaud cru que je mangeais en ceviche, donc avec du citron vert dessus, qui Mhm. par acidité du coup va un petit peu cuire le poisson. Ouais. Donc c'est pas mal. Un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Donc encore une fois, le sel, bien sûr, ça dépend à quel moment de la prépa on était, s'il fallait que je décharge ou que je recharge le sodium. Ouais, Donc bien ça sûr. dépend. Après, à midi, rebelote, même repas, 80 grammes de protéines avec, ah oui, avec du coup les 200 mâches. En légumes, je mangeais de la mâche. Pareil, Ok. j'en avais marre de manger. Je ne pouvais plus me voir une courgette, une asperge, rien du tout. Donc, quitte à manger quelque chose de pauvre en calories, la mâche était très intéressante. Et le petit goût acide qu'elle dégage ressemble un petit peu aux épinards, aux feuilles d'épinards crues. Et ça, je trouve bien meilleur goût qu'une salade verte en prépa. Je trouve ça dégueulasse. Donc, donc ouais, la mâche, petit, petit tips, parce que la mâche, c'est super bon en prépa, ça a du goût, Ouais, mais c'est c'est vrai. très pauvre en. Donc, je mangeais ça donc, à la collation du matin à 10 heures. Je mangeais ça le midi, je mangeais ça l'après-midi, je remangeais une collation l'après-midi. Donc, ça me faisait 3 collations, en gros, plus le repas du soir. Donc, 3 collations. Midi, je mangeais 6 fois ce repas par jour. Et mon dernier repas, c'était 2 blancs d'œufs avec un petit peu de curcuma ou de paprika avec de la salade verte. Et je mettais un tout petit peu d'huile d'olive pour, euh, pour les lipides. Et voilà. Et je mangeais vraiment que ça. T'étais quand même bas en protéines quelque part. J'étais assez bas en protéines. Après, il faut d'une part aussi prendre en compte que les protéines font des calories. Ouais, bien Donc, sûr. Mm. il ne faut pas le négliger. Et il y en a beaucoup, à défaut de vouloir avoir un total calorique un petit peu plus élevé pour ni minimiser le catabolisme, et ben au final, ils viennent apporter un surplus calorique qui est trop important comparé au catabolisme qu'ils auraient créé. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Ouais. à défaut de perdre un petit peu de muscle, c'est normal en fait, c'est une sèche. Donc, je pense à défaut d'en perdre un petit peu, je préfère être à la limite en dessous qu'à la limite au-dessus. Parce que la limite au-dessus, elle me permettra pas d'arriver à 3% sur scène. Oui, puis en plus, quand t'es dans une catégorie où tu dois faire le poids, Ouais. c'est vrai que comment dire, faut faire en sorte que chaque calorie soit efficiente. Exactement, exactement. Et comme tu le dis, 80 grammes de protéines, c'est pas beaucoup, mais Mm. à côté de 6 voire 7 repas, on n'est pas loin d'un demi-kilo de poisson par jour. Ouais, ouais. Donc au final, c'est quand même une dose, je dirais, conséquente de protéines. Le fait que je la mange crue aussi, l'assimilation, elle était super, je la digérais très bien. On Ouais. a vraiment, je trouve, un bon ressenti quand on consomme des aliments crus. Euh, Même niveau digestion, j'avais vraiment pas de problème, quoi. Alors qu'en prise de masse, je suis constamment confronté, voilà, aux problèmes d'acido basique, aux indigestions, etc., etc. Pour ceux qui veulent, enfin, je sais pas si toi c'est comme ça que tu en es arrivé à manger cru. C'est Ouais, vrai que le professeur Seignalé, si je dis pas de bêtises, hein, dans l'alimentation ou la troisième médecine, c'est ce que lui conseille, ouais. d'accord. Après, son livre, il y a, comme toujours, à prendre et à laisser, hein.
Oui, bien sûr, bien sûr. J'avais déjà entendu en survolant un petit peu parler de ça. Euh, Après, moi, j'ai pas d'avis poussé scientifique là-dessus, mais en expérience vraiment pure et dure, je trouve que c'est quelque Ouais. chose de très sympa. Ça amène en fait un côté même beaucoup plus frais à ce qu'on mange. Rien que cet aspect-là de manger quelque chose de froid, ça amène du frais. Et c'est vrai qu'en prépa de manger quelque chose de chaud, on est bien plus vite lassé, je trouve, à se dire putain, c'est dégueulasse, quoi. C'est pas alors que là, le frais, on a un peu de citron vert, ça rappelle un petit peu des saveurs tropicales, donc c'est un petit peu plus pétillant en bouche, ça met un petit peu plus de saveur, de peps, quoi. Puis il y en a beaucoup qui aiment beaucoup maintenant manger japonais, et c'est quelque part, c'est ni plus ni moins Exact, que que du sashimi, la chimie, ouais. Ouais. exactement. Sauf que là, c'est sous une recette un petit peu plus italienne, donc le ceviche avec du citron vert. C'est vraiment assez basique, quoi. Ouais, Je sortais de Super U avec mon bout de poisson. Je foutais le poisson sur ma caisse, sur ma planche à découper, et je me préparais mes 6 tupperwares directement devant le parking, le citron dans la voiture, et c'est parti la journée. J'avais pas le temps de tout préparer. Les repas me prenaient un temps exorbitant et ça me rendait fou en fait de me préparer à manger. ouais, bah ouais, tu m'étonnes. En fait, tu gagnais du temps, ouais. Gagner du temps. Parce qu'en gros, bah, pour revenir sur la petite, j'ai fait toute ma préparation donc j'étais avec une fille à l'époque. J'étais avec une fille quand je préparais ma compète, euh, avec qui je suis resté 1 an du coup. J'ai fait toute ma préparation avec elle et ça a été vraiment compliqué d'aller au bout de la préparation avec, je dirais, quelqu'un qui n'a été rien de plus qu'un poids pour moi. Donc une personne végane, donc déjà avec quelqu'un qui est dans le body, c'est très compliqué. C'est Quelqu'un qui est compliqué. vegan. Je lui préparais donc ses repas, parce que comme tu sais, trop bon, trop con, donc je lui préparais ses repas, je lui faisais sa petite bouffe. Donc quand tu es en prépa, que tu dois préparer les repas véganes de ta meuf, et que toi à côté, tu dois te préparer tes 8 repas par jour, bah à la fin, tu deviens fou en fait. Tu Hmm. peux concevoir le fait que la personne qui est censée te tirer vers le haut, eh ben, te prenne encore plus de temps que le temps que tu consacres pour toi. Alors que ce temps, il devrait être consacré uniquement pour toi. La prépa, je la fais pour moi, je la fais pour personne d'autre. Tu vois ce que je veux dire? Bien Donc, sûr. c'est vraiment ce qui m'a fait prendre du recul un petit peu sur ce qu'on disait un petit peu avant de commencer, ce que peuvent apporter une relation chez un homme, d'autant plus, pendant une préparation encore plus, et les aspects néfastes au final qui peuvent être exposés et qu'on n'arrive pas à voir quand on est dedans. Parce que quand on est dedans, c'est vraiment dur d'accepter le négatif. Le déni prend vite le dessus. On a vite envie de se conforter dans le fait que ça aille bien et que tout va bien. C'est plus facile pour nous. Ça permet de passer au-dessus des choses qui vont pas bien et de se concentrer sur ce dont on a besoin de se concentrer. Sauf qu'au final, en faisant ça, on oublie l'essentiel et on passe à côté de choses qui devraient nous rendre heureuses. Donc, donc c'est pour ça à toutes les personnes qui entendraient ce podcast pardon, et qui se sentent malheureux avec leur copine ou qui ont l'impression que c'est un poids en fait pour vos projets personnels, dites-vous une chose, c'est que l'amour c'est quelque chose d'égoïste. Il faut penser à son bonheur pour être heureux avec quelqu'un et pas à celui de l'autre. Donc voilà pour la petite aparté. Ouais, bah écoute, c'est marrant parce que avant qu'on s'appelle, j'ai écouté un podcast avec mince Fouad Abiad, Diane Vallière et James Hollingshead. Et à un moment, bon, c'était sur un ton un peu plus humoristique, on va dire. Mais c'est vrai qu'il parlait des relations et comme quoi c'est vraiment important. Et alors il y avait Fouad Abiad qui lui disait, bon bah entre guillemets, je suis obligé d'avoir un cheat meal par semaine parce que sinon je peux pas emmener ma femme sortir. Ouais, Et Yann lui disait, bah non, hein, si on veut sortir, on peut très bien aller faire un cinéma sans aller obligé d'avoir un cheat meal et tout. Et c'est vrai que je pense qu'il doit y avoir un équilibre à trouver qui est pas évident si la personne elle est pas capable de et comprendre un minimum dans les deux sens, hein, je parle. Hein. exactement, oui, je pense que c'est un compromis à faire des deux côtés. Parce que nous, en tant que préparateurs de compétition, c'est extrême ce qu'on fait. C'est quand même un sport à part, un petit peu ingrat, et il faut faire pas mal de sacrifices. Mm. Mettre un peu une partie de son bonheur de côté, sa vie sociale, ce qu'on veut, bref. On sait que que ça ne va pas nous apporter que du bon. Mais quand on a une personne avec soi qui forcément ne conçoit pas forcément et je dirais, ne me tire pas vers le haut par rapport à ça, c'est vraiment, vraiment compliqué. J'avais quelqu'un d'assez malsain, en fait, qui, qui ne voulait pas que je réussisse. Donc, quand on a quelqu'un de très ambitieux, entre guillemets, comme moi dans la compétition,
et ben c'est bien plus facile de tirer quelqu'un qui est haut vers le bas que l'inverse. Ouais. Ça a vraiment fait, je dirais, les montagnes russes, émotionnellement parlant, hein. Mais c'est ce qui m'a aussi donné la force d'aller au bout de cette prépa. Je m'entraînais 10 fois par semaine. J'étais donc et je suis encore aujourd'hui donc nati. Ma prépa, je l'ai envoyée au colin et à la mâche. Ça a été colin, mâche et 6 litres d'eau par jour. Ah oui, je buvais aussi énormément. Ça a été une partie très éprouvante, ça. Ça a été l'eau aussi. Ok. On s'en rend pas compte, mais les derniers mois, Max me disait, le dernier mois, ok, là, t'envoies 6 litres d'eau. Et quand il m'a dit ça, j'ai écouté ce que Max me disait, que vraiment comme le marabout, quoi. Il te dit de faire comme ça, c'est la recette, quoi. Donc, j'envoyais 6 litres d'eau par jour. Et puis, purée, fin de journée, le dernier litre d'eau, c'est très éprouvant. C'est très éprouvant de rajouter 1 litre d'eau encore dans son estomac, qui est déjà en train d'exploser alors qu'il est vide. Donc, c'est un peu frustrant d'avoir le bide plein, tout Ouais. en étant affamé, en fait. Donc, il y avait Ouais, ça remplit pas, ouais, c'est clair que. Enfin, ça remplit, mais ça contente pas, ouais. ouais, clairement. Et du coup, ouais, je disais, donc avec les 10 entraînements par semaine, enfin la prépa nati, tout ça, je m'entraînais pour mon posing tout seul. Il y avait vraiment des. Après, c'est des conneries, mais c'est des détails. Par exemple, quand tu es en prépa, on a besoin, si tu n'as pas de coach, par exemple, moi j'avais besoin d'avoir un retour objectif et explicite de mon physique. Donc un retour photo, ou alors un retour direct. Sauf que par exemple, bah, mon ex ne voulait pas me prendre en photo. Parce qu'elle considérait que ça faisait, ça faisait tourner le monde trop autour de moi, le fait de me prendre en photo. Donc elle refusait de le faire. Donc par exemple, toute ma prépa, pour prendre mes photos, j'ai dû me démerder avec ma caméra de face tout seul pour prendre mes photos. Et ça, je l'ai fait pendant des mois. Et par exemple, à chaque fois que je le faisais, ça m'apportait beaucoup de peine en fait, beaucoup de tristesse. Parce que j'aurais aimé pouvoir partager justement des moments qui sont censés te rendre tellement heureux. C'est des choses exceptionnelles, c'est des moments d'une vie, une préparation. Et ces choses-là, au final, je les ai partagées tout seul. Et je me bloquais à les dégager et à les faire, et à faire part de tout ça, en fait, autour de moi. Parce que, forcément, quand tu es avec quelqu'un que t'aimes et qu'elle, elle te fait comprendre que ce que tu fais, entre guillemets, ben, c'est de la merde, que tu es une merde et tout ça, tu ne peux que te renfermer et ne pas en parler. Et considérer que les choses, elles sont telles quelles, en fait. Donc, ça a vraiment, mis psychologiquement un gros coup dans la gueule en fait, d'avoir gagné. Parce que c'est en ayant gagné que j'ai ouvert les yeux sur un petit peu tout ça en fait, et que je me suis un peu rendu compte de ce dans quoi j'étais en train de vivre et ce que j'étais en train de devenir. Donc ouais, je dirais la prise de conscience qu'il y a eu instantanément après les comparaisons sur scène, j'étais vraiment à côté de mon corps quoi. Quand on parlait un petit peu de ça, des malaises vagales, en fait, c'était comme ça a l'air con, hein, mais c'était comme un éveil spirituel. Comme si j'arrivais pour la première fois à voir les choses réellement comme je devais les voir. J'avais enlevé ce voile qui faisait que je me voilais la face, que j'étais dans le déni et que on pensait être heureux alors qu'au final, derrière, on est très très mal. Et c'est sur scène, en fait, que j'ai ouvert les yeux et que je me suis rendu compte de toutes ces choses-là. Et c'est le lendemain d'ailleurs que j'ai arrêté du coup notre relation qui était très toxique, mais que je ne savais pas. Ouais, Donc mais là, justement, le fait d'être arrivé à terme de la compétition, bah, c'était vraiment. c'était en fait c'est ça en fait, ça faisait, c'est comme si j'arrivais en haut de l'Everest quoi. Ouais. Des mois que j'en chie, qu'on me tire vers le bas, qu'on me met des bâtons dans les roues et qu'on veut me niquer. Clairement en fait, c'était le mot. J'avais vraiment, à part le soutien de ma sœur et de Max, j'avais pas de soutien derrière. Enfin, heureusement que Max et ma sœur sont là. C'est des personnes que je considère énormément, qui, qui m'apportent énormément. Et Max aussi, bah, tu l'as eu en podcast avec toi aussi. Euh, Ça a été aussi un exemple, ma sœur et Maxime, dans la compétition, dans leur manière de faire et dans la manière de gérer aussi les émotions à travers ça. Max, c'est le gars que j'ai vu se mettre le plus dans le dur physiquement et c'est celui qui psychologiquement a toujours été le plus humble et le plus calme. Tu vois ce que je veux dire en sèche? Ouais. Aucunement ça ne l'a impacté alors que moi, avec le recul, je me rends compte que la sèche m'a mis dans des états vraiment assez dark, assez sombres en fait. Ça m'a Est-ce que vraiment tu penses ouais, que, parce que par rapport à ça, on sait qu'il y a l'actualité, enfin, maintenant ça va bientôt faire 2 mois, ça fait 2 mois. Avec ce qui s'est passé avec Luxando, est-ce que tu penses que justement, avoir
si tu avais pris des produits, ça aurait pu vraiment être encore plus dark, comme tu dis. Si j'avais pris des produits, je pense que ça aurait pu l'être. Après, je vais pas m'avancer là-dessus parce que j'en ai jamais pris, donc je vais pas te dire ce que ça fait ou ce que ça fait pas. Je connais pas ça. Mais je pense que si forcément les produits ont un effet psychotrope, Mm. c'est-à-dire que ça vient attendre du coup sur le psychologique, sur le système nerveux, sur les hormones, et ça c'est indéniable. Après, je pense que il y a certaines personnes qui sont plus ou moins réceptives et qui gèrent plus ou moins aussi leurs émotions face à ça. Ouais. Alors, en étant honnête, je pense que si j'avais pris des produits et que ça avait été pendant la prépa dans laquelle j'avais été avec mon ex, je me serais fait beaucoup plus de mal et beaucoup plus violence en fait. Parce que j'étais vraiment dans un mood assez dark en fait. J'allais pas à la salle pour me faire du bien, j'allais à la salle pour, désolé du mot, mais m'enculer. J'allais à la salle pour me tuer. J'y allais 2 fois par jour. J'avais des performances qui dépassaient l'humain en fait, qui dépassaient les capacités humaines naturelles. J'arrivais à des charges exorbitantes et c'est vraiment ce qui me, c'est aussi cet aspect, je dirais, un petit peu sombre. Malheureusement, la haine, c'est un sentiment qui est à l'extrémité, mais qui est aussi puissant que l'amour. C'est quelque chose de très puissant. Et quand on jauge et qu'on jonge un petit peu avec les deux, au final, on devient quelqu'un de puissant. Ça ne veut pas pour autant dire qu'on est quelqu'un de sain et de bien, mais on devient quelqu'un de fort. Et ça m'a vraiment donné de la force, ouais. Ça m'a vraiment donné de la force. Pour te donner quelques perfs, en 1 RM squat, donc j'étais en décharge, à 60 kg de poids de corps. J'avais une rep à 180 kg. Ouais. En halter, enfin au pec, que les 50, hein, ça c'était presque des séries à 500. Soulevé de terre, plus de 200 kg. Euh, voilà, pour un poids de corps de 60 kg sur scène. T'es monté à 60 kilos du coup ouais, sur scène. Monté à 60 kg, ouais. Et je suis monté au plus haut dans ma prise de masse à 67 kg. Ouais, donc t'es vraiment un hard gainer du coup, toi quand même. Ouais, ouais, ouais. Je reste en fin de prise de masse, je tourne autour de 10% Ouais. quand je suis au plus haut. C'est vraiment le plus dur pour toi, donc du coup, ça c'est. Plus dur, c'est très dur. J'ai énormément de mal à prendre du poids. Ça a toujours été mon problème. Et aujourd'hui, tu vois, je me retrouve dans les mêmes problèmes qu'il y a 2 ans quand j'étais en prise de masse, qu'il y a 3 ans en prise de masse. Prise de poids, toujours. Très compliqué. Et est-ce que, parce que là, du coup, donc sur la bouffe, tu disais que c'était Margot et Max qui te conseillaient. Est-ce que sur la prise de masse aussi, c'est eux qui t'aident un petit peu? Pour la prise de masse, je me suis toujours débrouillé tout seul. Et tu penses pas justement que peut-être avoir quelqu'un d'extérieur qui te donne vraiment Avec un un- regard peut-être plus objectif. ouais, et qui te, entre guillemets, qui cherchera pas à comprendre et qui t'enverra la sauce en termes Ouais, d'aliments. totalement. T'as totalement raison. Après ça, le truc, c'est que je pourrais me le faire moi-même aussi. Mais c'est pas plus sur l'aspect de me dire si quelqu'un me le fait, je vais devoir m'y tenir. Parce Ouais. que si je me le fais, je m'y tiendrai aussi. C'est vraiment sur l'aspect plaisir. Comme je te disais, tu sais, niveau acido-basique, niveau de l'estomac, mine de rien, la compète, je l'ai poussé vraiment très très loin. Ça m'a fait des toutes petites séquelles. J'ai quand même eu on va pas se leurrer, j'ai eu des séquelles. Donc j'ai eu des brûlures d'estomac pendant des mois qui suivaient la compète. Ok. Émotionnellement parlant aussi, je pense que ça m'a beaucoup affecté parce que du coup, j'ai fait le yo-yo total avec ma vie personnelle. Donc forcément, ça impacte aussi. Moi, l'estomac, c'est mon deuxième cerveau, littéralement. Donc, si je dirais le psychique n'est pas aligné, l'estomac, il va pas suivre, quoi. T'as craqué au niveau alimentaire après ta compétition ou pas? En fait, c'était pas un craquage. J'avais fait ce que je devais faire et j'ai repris ma vie comme je Ouais. devais prendre, en fait. Ouais, mais C'était t'as pas fait une boulimie derrière, quoi. Non, pas du tout. J'ai conservé mon post-compète pendant 2 semaines. Je restais à 5% de masse graisse. Euh, et mon corps, il a mis 1 semaine et demie à partir. Parce que pendant plus d'une semaine qui suivait la compétition, j'étais en déshydratation. Donc pendant les 1 semaine de bouffe qui suivait, mon corps n'a pas bougé. J'avais le même physique que sur scène. Mon corps ne voulait pas repartir. Mon métabolisme était bloqué, je veux dire, il n'y a rien qui repartait. Rien Ouais. n'était avancé. Le corps, il n'arrivait pas. J'étais descendu un petit peu trop bas. C'est souvent le problème des sèches naturelles en général, à part après ceux qui partent dans l'extrême à craquer alimentairement parlant. Ouais. Et en général, c'est très dur. T'as fait une reverse diète, non?
Pour sécher ou pour prendre? Pour après la compétition. C'était pas une reverse, en fait, c'était une reprise de la nourriture. Ok. Oui, de toute façon, avec 500 calories, ouais. Ouais, t'as compris, quoi. Avec 500 calories, au final, ça fait l'équivalent d'un cookie granola et demi. Ouais. On les atteint très vite, quoi. On les atteint très, très vite. Je suis sorti de scène, j'ai mis 2 bouchées dans le burger, j'étais à 500 calories, quoi. Ouais. Mais non, sinon, un post-compète très, très bien géré, quand même. Très, très bien géré. Sans avoir forcément le besoin de me remettre en diète le lendemain, comme beaucoup font. Non. Vraiment sur une diète assez intuitive, tout en contrôlant tous les jours, hein, l'évolution de mon corps. Je travaille beaucoup avec le visuel. Ok. Mm. Et puis voilà. Voilà, voilà. Eh ben, écoute, c'est quand même pas mal sur ta prépa. Du coup, toi, t'es donc, si j'ai bien compris, t'es plutôt entraînement lourd. Alors voilà, entraînement très lourd. Entraînement très lourd. Pour moi, c'est ce qui a fait que j'avais le physique que j'avais en prépa. Et c'est ça, on pourra pas me l'enlever. Je pense que après, tout dépend encore d'un physique naturel ou pas. Là, encore une fois, les choses changent. La manière de s'entraîner change aussi. Euh, comment dire? Quelqu'un, mettons, qui est en fin de décharge, qui va vouloir vachement sécher, c'est vrai qu'on va souvent préconiser d'amener de l'intensité, d'amener des répétitions, du mono-articulaire pour rectifier un point faible, pour Mm. travailler de la découpe. C'est ça qu'on nous dit en compète. On nous apprend à sécher en travaillant sur de l'isolation, sur du drop set, sur du dégressif, tout ça. Et moi, j'ai une science qui est vraiment opposée à celle-ci, qui est à l'inverse. Si pendant une période de sèche, donc dans laquelle le corps est en déficience calorique, donc il a des besoins caloriques qu'il n'a pas, on vient amener un entraînement avec beaucoup de répétitions, le raisonnement classique et bête du cerveau, ça va être quoi? Purée, en plus que je suis déjà en galère de calories, que je n'ai pas d'énergie, il me demande de faire 20 répétitions. Pourquoi est-ce que je vais conserver tant de muscles alors que j'ai besoin de faire 20 répétitions à une charge qui est beaucoup trop faible comparée au tout le muscle que j'ai? Donc c'est magique, je vais cataboliser. Et c'est Je suis super. assez d'accord avec toi, ouais. Puis il y a aussi un paramètre. En général, tu attaques une prépa. Alors, je sais pas toi combien tu as fait de semaines, mais 12 semaines en général, 12, 16 semaines. À moi, un petit peu moins, mais oui, un peu moins. Et c'est pas le moment. Enfin, rattraper un point faible en 12 semaines, c'est pas possible, quoi. Non, les points faibles, à la rigueur, si on veut le rattraper, c'est les derniers jours, en amenant du pump simplement, Ouais, voilà. pour recharger les recharges des réserves de glycogène musculaire et Là, sanguin. c'est même plus le rattraper, c'est plutôt tromper le visuel, en fait. Gonfler, c'est le pumper, quoi. Ouais. Exactement. C'est, c'est le pumper. Et exactement. Et donc, oui, donc voilà. Donc, ça, c'est pour la partie volume. Alors que, moi, plus j'avançais dans la prépa, plus j'essayais de maintenir les charges, voire, pardon, de les augmenter. Alors, pourquoi? Forcément, si le corps a des besoins, donc, a des apports caloriques très, très pauvres, très maigres. Si on vient, mettons, sur un bench, donc aux haltères, envoyer 4, 5, maximum 6 répétitions, le corps, entre guillemets, va être obligé de conserver le muscle. Parce qu'un effort pareil, avec une charge si importante pour un apport calorique si pauvre, le corps ne va pas cataboliser le muscle ciblé, bien au contraire. Il va tout faire pour maintenir sa densité, sa dureté et vraiment cet aspect visuel de pierre, quoi. Parce que forcément, si on vient pousser des charges très lourdes, le muscle va être contraint de se maintenir pour assurer les entraînements qui suivront. À l'inverse, si forcément on vient amener beaucoup de répétitions, certes, en termes de masse grasse, peut-être que le corps va brûler un petit peu plus parce qu'on va aller chercher une filière énergétique qui se rapproche plus de l'anaérobie lactique, donc plus vers quelque chose de graisseux. Mais c'est pas pour autant que si on reste sur de la force pure, limite de la phosphocréa, on va pas brûler de graisse, bien au contraire. Le muscle va conserver tellement de densité que, au final, la perte de graisse, elle est secondaire. Dans une prépa, sur quoi je me concentre le plus, c'est pas perdre le plus de graisse, c'est conserver un maximum de muscle. Oui, c'est exactement ça qu'il faut viser, je pense aussi. Puis de toute façon, enfin, et tu l'as prouvé, c'est plus la diète qui va te faire perdre de la graisse que ton entraînement. À part si tu changes complètement ton entraînement, où là tu vas justement, la seule chance qui peut t'arriver, c'est de perdre ce que tu avais acquis, quoi. Exactement. Après, pour les entraînements, il y a pas de technique miracle, je dirais. Je m'entraîne un petit peu toujours de la même manière, que ce soit en prise de masse ou en sèche. Simplement, en prise de masse, je me laisse plus de liberté sur le nombre de répétitions, sur les pré-fatigues, sur des drop sets. Je me permets de me fatiguer. C'est pas grave. Alors Ouais. qu'en sèche,
je faisais par exemple, à l'inverse de ce qu'on entend, encore une fois, de ce qui est préconisé, je faisais presque aucun superset. Aucun superset, aucun biset, très peu de drop set. Donc je conservais vraiment des répétitions très forcées, vraiment contractées, axées sur la densité. Par exemple, même sur un curl biceps. Sur un curl biceps, même si on va nous dire que le monoarticulaire ne peut pas, en dessous de 6 ou je sais pas combien de répétitions, bref, recruter le système nerveux, je considère que quand tu envoies du 6 reps sur un curl biceps à la barre poulie basse, que tu mets la pile et que chaque rep, elles te font exploser le cerveau, tellement qu'elles sont lourdes et que c'est des reps mais vraiment de torture, ces 6 reps-là vont être beaucoup plus bénéfiques au final qu'un training bras complet. On aura amené la contraction, vraiment la contraction simplement musculaire, là où jamais on aurait pu l'amener si on n'avait pas contracté autant, si on n'avait pas poussé aussi lourd. Dans cette approche, c'est qui t'a inspiré? C'est plus Dorian Yates? Dans cette approche de contraction, de D'intensité? densité, Ronnie Coleman et Max, mon beau-frère. Ok. C'est assez marrant parce que justement, tu vois, dans le podcast de Fouad Abiad, ils en parlent aussi et ils font la différence, enfin, ils essayent de faire la différence et la distinction entre Jay Cutler et actuellement Regan Grimes, par exemple, qui s'entraînent plus en haut volume. Alors, je parle Pump, ouais. haut volume en termes de série, pas forcément en termes de reps, parce que Cutler a quand même fait aussi des reps assez lourdes, versus Coleman, par exemple, Branch Warren, qui Voilà. eux étaient dans l'intensité plus que le volume d'entraînement. Et c'est ce qu'il disait, c'est que on regarde le physique de Regan Grimes, on le compare avec le physique de Branch Warren, par exemple, on va trouver un Branch Warren qui est très rocailleux et un Regan Grimes qui est très, lui, comment dire, bulleux. Enfin, je sais pas comment on peut dire, mais en 3D, tu vois, un peu. Ouais, totalement, totalement. Donc toi, ça serait peut-être ce qui expliquerait ta définition, par exemple, comme on disait, sur les triceps, sur les fesses. Exactement. Sur les triceps, sur les pecs aussi, sur vraiment cet aspect strié, en fait, déchiré. Vraiment le physique déchiré, quoi, découpé, écorché. Je pense que c'est vraiment, encore une fois, au-delà de la charge aussi, la puissance de contraction, la force de contraction qu'on va amener. Ouais. Quand on prend 50 kilos sur du bench, si l'excentrique, comme malheureusement 95% des mecs, eh ben, ils le retiennent en une demi-seconde, l'excentrique, c'est une phase de travail autant importante que le reste. Tu vois ce que je veux dire? Donc la contraction, elle se fait aussi bien sur la contraction que sur l'étirement. Bah, en plus, l'excentrique, il faut bien comprendre que ça va nous aider dans le concentrique. Bien sûr, c'est la phase excentrique, c'est la phase où on recrute le plus le système nerveux sans, entre guillemets, trop fatiguer le muscle. Donc c'est très intéressant de retenir une phase excentrique. Exactement, parce que l'excentrique, enfin, quand on travaille dans un mode de bodybuilding, on va travailler en l'excentrique, il va être sous-optimal par rapport à notre force excentrique pure. Totalement. Mais justement, il faut qu'on l'utilise pour augmenter et rendre notre phase concentrique plus efficiente. Exactement, exactement. C'est vrai que ça permet de faire une transition. En plus, le mouvement, c'est le même, quoi. On peut vraiment travailler un mouvement sur une seule répétition. Donc, par exemple, là, pour reprendre un exemple un peu plus compliqué, pour que ça expose mieux tout ça, sur du tirage vertical. Pour progresser sur la largeur du dos, ça peut être très intéressant de faire du 3 reps en excentrique sur du tirage vertical. C'est quelque chose que personne ne fait. Ouais. Et pourtant, beaucoup ont du mal à prendre du grand dorsal et à décrocher ce grand dorsal de tout le reste des muscles postérieurs, alors que c'est une technique, par exemple, qui est très efficace. Très, très, très efficace de se faire aider pour le concentrique et de mettre, par exemple, 100 kilos, de retenir un maximum d'isométrie et d'excentrique. Je pense que ce qu'il y a de plus efficace pour attraper vraiment des points ciblés, en fait, des points ciblés, comme par exemple la largeur, le grand dorsal. Ouais, et pour ceux que ça intéresse, ils peuvent le faire aux tractions lestées sans partenaire, du coup ça se fait facilement. Exactement, en enchaînant, après ce qui est très intéressant, sur un drop set, en se concentrant sur le concentrique. Concentrique, ouais. Comme ça, au moins, on vient troubler un petit peu le système nerveux, les échanges, etc. Et on va vraiment lui faire comprendre que c'est le dos qu'on a envie de travailler, quoi. C'est ça, parce que c'est, comme tu dis, enfin je sais pas pour toi, en général le dos est une partie très très dure à recruter au niveau Alors, du mind-muscle connection pour la plupart des gens, quoi. déjà parce qu'on ne le voit pas. Ouais. On ne le voit pas, et puis de deux, les gens ne le regardent même pas.
quand on demande à quelqu'un, tu sors ton dos, c'est vrai que les gens ont du mal à comprendre vraiment les muscles du dos, quoi. Comment est-ce qu'on le contracte, etc., etc. Après, je pense que c'est encore une fois, comme je te disais, une partie de, un petit peu négligée. C'est vrai que le dos est derrière, on le voit pas, donc on le fait pas. C'est un petit peu la classique, je dirais, de la salle de sport, quoi. Ouais, Il y a plus de gars avec une paire de pecs qu'avec un grand dorsal. ouais, bah, en général, c'est vrai que la majorité sont comme ça. Moi, je sais, quand j'ai commencé, c'était totalement l'inverse. Et puis, j'aime pas faire les pecs, donc de toute façon, ça m'arrange. Là, c'est Et, typique comme point faible. donc, ouais, je préfère faire. Est-ce que tu fais 2 séances de dos, une largeur, une épaisseur, ou tu distingues pas, toi? Alors, j'ai travaillé comme ça pendant un petit moment. J'ai fait pareil pour les pecs, haut du pec, bas des pecs, dos, épaisseur, largeur, un petit peu de tout. Aujourd'hui, je le fais plus parce que je dirais j'ai moins d'objectifs concrets à l'heure d'aujourd'hui. Donc vraiment aujourd'hui, actuellement, je parle pas l'année prochaine ou je parle vraiment aujourd'hui. J'ai moins d'objectifs concrets, donc mes entraînements, je me fais plus plaisir. Ouais. Là, par exemple, tout à l'heure, là, après notre petit appel, je vais aller faire les jambes. Avant, j'aurais fait ischio ou quadri ou fessier. Là, je vais faire jambes. Donc, Ouais. ça, vraiment limite, quoi. Mais c'est vraiment pour voilà. Ça fait partie aussi de la reprise post-confinement. Ouais. L'intensité est là, mais je dirais la structuration et le choix des exercices et de la construction de séances est moins spécifique. Voilà, c'est plus du kiff. De toute façon, c'est ce qu'on disait dans un podcast avec Julien Geoffrion, là. Ouais. C'est vraiment ça, l'intensité, quoi qu'il arrive, n'importe quelle séance que tu fais, c'est toi qui l'as mis l'intensité. Donc, c'est toi qui décides comment va être ta séance. Exactement, même peu importe la charge, hein, on parle tout le temps, je parle de charge depuis tout à l'heure, mais il faut savoir que la charge ne veut pas dire, elle n'est qu'indicative, hein, elle sert qu'à contracter le muscle. Si Exactement. demain on me ramène un gars, le gars c'est un port de la contraction et juste en contractant le biceps, il peut se le déchirer, il va pas avoir besoin de prendre 40 kilos pour faire les bras. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est encore une fois une question de contraction, de schéma corporel, de connexion cerveau-muscle. Ouais. Vraiment tout va là-dedans, hein. Et même avant de faire une série, bien sûr la préparation psychologique, on va pas à sa série en mode on sait pas, on tape la discute et dès qu'on a fini sa converse, hop, on envoie la série. Non, là le cerveau il est encore en train de parler à Robert dans la salle, enfin tu comprends Ouais. quoi. Là le mindset c'est vraiment une autosuggestion, je dirais, qui commence la veille. C'est-à-dire la veille, je sais déjà quel entraînement je vais faire le lendemain. Je prépare mon esprit, je prépare mon corps à souffrir. Parce que oui, je vais souffrir. J'y vais pas pour m'amuser à la salle. J'y vais pour en chier le plus possible. Et donc la veille, déjà la préparation. Puis avant d'arriver à la salle, également la préparation. Avant de faire chaque série, une préparation, un regard, une connexion cerveau-muscle. Vraiment de permettre à se connecter avec soi-même. Vraiment se sentir à l'intérieur de soi, en fait. Et être le plus hargneux possible, avoir cette montée un petit peu d'adrénaline qui fait que vraiment on sent que la série elle va débiter quoi. Est-ce que pour ça, par exemple, toi, t'aimes bien mettre un casque, par exemple, pour te mettre dans ta bulle ou quoi? Je sais que moi, pour les jambes, c'est vraiment, Ouais, je ouais, mets ouais. un casque, tu vois. Pour les autres muscles, des fois, je mets juste les AirPods, mais Ok. sinon, je mets un casque. Alors ma prépa, je l'ai faite toute ma prépa en bandana. Donc ça a été mon 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 élixir, je dirais de puissance. Ça a été mon bandana. Il m'a permis de me mettre dans ma bulle. Il m'a permis de faire un vide énorme autour de moi et de vraiment être focus sur moi-même. Puis il allait bien avec le mood dans lequel j'étais. Ça me permettait vraiment de me concentrer et je me trouvais vachement aligné quand j'étais dans ce mood-là en fait. Même si c'était pas bien, même si c'était un peu dark, au final je me sentais très bien comme ça. Et bandana, ça c'est ma base. Bandana sur la tête, puis après sinon écouteurs. Donc en ce moment AirPod, ça va très bien. Je suis pas sûr que ce soit, enfin, de mon point de vue, je pense pas que ce soit si dark que ça, parce que si on regarde toutes les vidéos des champions du bodybuilding, tu peux regarder en général ceux qui réussissent le mieux, hein. Ils s'entraînent seuls en général dans leur mode tunnel vision et basta, hein. Mais gros, totalement. Moi, quand je pense à moi, par exemple, quand je m'entraînais, je pense à un Buendia avant qu'il fasse de la merde, Ouais. quand il a gagné son quatrième Olympia. Putain, respect. Il n'y a pas un mec qui s'entraîne comme lui. Il n'y a pas un mec qui s'entraîne comme lui. Aujourd'hui, non. Mais avant, c'était magique. Ah, On voyait, aujourd'hui, ouais. on voyait Je la sais. souffrance, le mal qui se faisait. Moi, quand je m'entraînais, je hurlais à ma salle.
Mais on m'a fait chier avec ça, mais tellement de personnes m'ont emmerdé avec ça parce que je fais du bruit quand je m'entraîne. Parce que voilà, j'en mets un peu partout, je transpire. Je veux dire, on n'est pas là pour enfiler des perles, quoi. Ouais. On est là pour faire le taf. Et les gens, ça les dérange. Et ça a toujours été. Après, j'habite pas dans un environnement qui est très propice au body aussi. Moi, je suis de Grenoble. Il y en a pas beaucoup qui en font. C'est un milieu qui est un petit peu mal vu, je dirais, là où je suis. Les gens sont un peu plus fermés d'esprit que dans les plus grandes métropoles, ou tu vois ce que je veux dire? C'est un petit peu plus fermé, tout simplement. Donc, dès que tu commences à t'entraîner un petit peu, je dirais hard, focus, que tu cries un peu, t'as vite les petits vieux qui vont voir le gérant de la salle en mode lui, il fait trop de bruit, il nous fait chier, quoi. Après, c'est un peu le problème aussi des nouvelles salles, je pense. Ouais, totalement. Et ça, moi, c'est un truc avec lequel j'ai toujours, ça m'a toujours fait sortir de mes gonds, quoi. Ça m'a toujours fait péter un câble. Quand t'as quelqu'un qui est là sur son petit tapis de course, à se toucher sur son téléphone et à parler à son voisin pendant 40 minutes, qui vient te reprocher le fait que tu fasses trop de bruit, Ouais. imagine ce que je devais leur répondre, quoi. Enfin, C'est- donc forcément, après, tu te fais pas des ennemis, mais tu te mets des gens, je dirais, un petit peu en porte-à-faux, alors que c'est jamais quelque chose que j'ai voulu, quoi. Et c'est malheureux parce que tu fais les choses pour toi, et au final, eh ben, les ouais. gens, Ouais. tu vois ce que je veux dire? Donc, un peu cet aspect, quand je disais que j'étais dark, c'est dans le sens où je dérangeais, quoi. Je m'en foutais. J'étais vraiment, dans ma bulle et je faisais les choses vraiment pour moi, quoi. Je vais profiter que tu aies parlé de Jérémy Bundia pour Pour basculer rebondir. un petit peu là-dessus. Est-ce que toi, tu regardes des physiques actuellement? Parce que bon, ben, Jérémy Bundia, on peut voir qu'il a repris avec Avec j'ai- un préparateur, là, ouais, je sais plus trop. mince, j'ai oublié son nom. Je sais Il a plus. changé, il est plus avec Annie Rambod, il est avec merde, putain, je suis con, Chris Cormier. Il est avec Chris Cormier, il a fait du coup depuis 3 4 semaines qu'il a repris il reprend tout simplement sa shape, hein. D'accord. Donc toi, tu regardes actuellement un petit peu ce qui se passe. Est-ce que tu as. Dans le body, dans la compète, franchement, un petit peu moins. Un petit peu moins ces derniers temps. Je me concentre en ce moment vachement sur ma vie perso, professionnelle. Donc c'est vrai que le body, c'est quelque chose que j'ai mis un petit peu de côté. Mais du coup, j'ai quand même une petite idée en tête qui me tente pas mal. Euh, pour répondre directement du coup à ta question que tu m'avais posée, en termes de physique actuel, j'ai vraiment pas de gars à proprement parler auquel je m'identifie. Je suis pas énormément de mecs sur Insta par rapport au physique, tout ça aussi, d'une part parce que, comme je te l'ai dit, je suis naturel. Et avant, je me froissais dans la gueule que des physiques de fou malade mental, forcément, en tant qu'objectif. Et quand à un moment tu acceptes en fait la réalité des choses et que tu reprends les pieds, as les pieds sur terre tout simplement et la tête sur les épaules, tu te rends compte qu'au final tu te fais plus de mal qu'autre chose. Parce que ce genre de physique, jamais tu pourras l'avoir de toute ta vie. Donc c'est vraiment en fait se mettre un écart dans la face beaucoup plus loin que ce qu'on pourra avoir réellement. Et je pense que quand l'écart entre ce qu'on veut et ce qu'on a est trop important, et ben c'est là que la dépression elle s'installe. Donc j'ai arrêté, je dirais, de m'identifier à des physiques de ouf. Maintenant, j'aime m'identifier à des personnes qui je considère atteignables pour moi, ou même pas ne serait-ce qu'atteignables, mais en fait juste en tant que natif, je peux pas me comparer à quelqu'un qui prend des produits. Je trouve ça normal sans jeter la pierre aux gens qui prennent des produits, bien au contraire. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Je pense que c'est normal. Après, c'est pas pour autant que voilà, IFBB, je me suis comparé à des mecs sous cure, forcément. Ça a été aussi un honneur de me dire que je pouvais battre des mecs froissés. C'était un objectif aussi, pour montrer à tout le monde que c'est pas les produits qui font un physique, mais c'est avant tout le travail. Après, en termes d'objectifs physiques, je t'avoue que là, je te parle en même temps, je suis sur mes abonnés sur Insta. J'ai du mal à te dire réellement. Bah, il y a Régie que je kiffe. Régie plein, ouais. Non, non, Régie NFC. Non, Ah, non, ok. pas Régie, non, 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 Régie NFC. Le petit Mens qui a fait Pro IFBB. Ouais, ouais, ouais. Donc, celui Régie, je l'aime bien. Mais tu vois, son physique, il pourrait être encore mieux. Je pense qu'il pourrait être 1000 fois mieux, son physique. Il est Bah, je sais pas comment il s'entraîne, mais on pourrait en revenir, je pense, à la discussion qu'on avait sur Regan Grimes, tu vois, par ouais, exemple. ouais, Et peut-être que son physique qui est un peu comme ça, la Régie qui est plein, volumineux 3D, et ouais. pas. Enfin, je sais pas, hein, sur les photos, il a pas l'air dur, entre Bah, guillemets. exactement, moi je vais parler de dureté, de densité. Il Ouais. a un physique qui est tellement 3D il est impressionnant. T'as vu abdos,
pecs, tout ça. Mais on voit qu'ils sont pas écorchés. Il n'y a pas une dureté, une densité telle qu'on se dit putain, le gars, il a un escalier, il a un fer à cheval sur le triceps, quoi. Tu vois? Donc, avec un physique comme il a, je pense que avec plus d'intensité dans les entraînements et du travail encore plus qualitatif, ce sera il peut être une relève mondiale, franchement. Bah, de toute façon, c'est tout ce qu'on peut lui souhaiter. Tellement. Et au niveau de toi, tu serais donc si tu avais à revenir aux compétitions, parce que si on a bien compris, c'est pas ton but actuel, tu Ouais. reviendrais en classique physique? Alors, oui, je reviendrai en slip, je pense, parce que ça m'a vraiment fait kiffer de sortir les jambes. Ouais. Après, je le ferai différemment parce que suite à la compète, j'ai eu de petits problèmes aussi de ménisque interne au genou. Ok. Donc, j'ai poussé des charges qui ont fait que mon genou n'a pas apprécié. Pendant quelques mois, j'ai eu le retour de flamme, hein, le corps qui m'a dit, bah voilà, t'as cherché maintenant tu vas douiller. Donc en ce moment, je me calme sur les cuisses. Je les faisais 3 fois par semaine en prépa. Là, je Ouais. les fais 1 fois par semaine. Donc elles ont plus rien à voir. Je suis dégoûté, mais j'ai pas le choix. J'ai pas le choix parce que à défaut de moins les faire, j'ai pas envie de me retrouver avec une opération du ménisque dans un an. Donc c'est aussi les raisons qui font que je garde les pieds sur terre par rapport à la compète. Je fais attention à ma santé. Donc voilà. Mais sinon, en termes d'objectifs de compète, j'ai une compète en vue et ça me ferait kiffer totalement. Et je pense que je vais la faire, mais pas tout de suite. Ça va être la FBBN, donc qui est tenue par ah mince, qui est tenue par comment il s'appelle? Purée, c'est pas vrai. Attends, je vais te dire ça dans 2 secondes, ça va me revenir. T'as déjà entendu parler de la FBBN? Je suis sur leur page, j'ai déjà vu, donc du coup, mais c'est vrai que je me suis pas forcément plus intéressé que ça à leur compétition. Donc, Ouais, donc c'est Ben Coach qui organise en tout cas cette FBBN. Donc je le connais aussi. Donc le gars qui organise cette compète, c'est un ami à moi. Euh, la compète, elle se compose en plusieurs parties. Il y a les championnats de France, du coup les qualifs, mhm. du coup permettent d'accéder aux Europes, qui elles-mêmes permettent d'accéder au monde. Donc ça, ce serait cool parce que c'est une fédération donc dite naturelle. Ouais. Donc ça me permettrait de me concurrencer avec des personnes de ma catégorie réellement. Et bah ouais, ce serait kiffant. Ce serait vraiment kiffant, je pense. Et tu serais pas tenté quand même par le top de Colmar, par exemple? Parce que Yann Maradan, par exemple, il l'a fait en étant naturel, il s'est quand même classé troisième. Ouais, je me doute, mais non, justement, c'est pas une compète qui me tente. Moi, Ok. je mets IFBB au-dessus du top de Colmar, hein, et largement au-dessus, en termes de niveau et je dirais, de préparation. Je trouve que c'est quand même plus carré, tout simplement. Je trouve des athlètes plus taclés, pour dire les choses honnêtement, qui vont à Colmar qu'à IFBB. Même si à IFBB, il y a beaucoup d'athlètes qui n'ont rien à faire sur scène, je trouve qu'il y en a plus à Colmar. Parce qu'en France, entre nous, il y a beaucoup d'athlètes qui n'ont rien à faire sur scène. Aujourd'hui, en France, la compète, c'est devenu vraiment, vas-y, je vais faire de la compète, quoi. Très, très Bon, important. après, il n'y a pas qu'en France, malheureusement. Je pense que si tu regardes un peu les concours NPC, des fois, les petits concours NPC, c'est pas. Ouais, c'est vrai que je dis en France parce que c'est ce qui me touche le plus, mais Ouais, c'est ouais, vrai que forcément. je regarde pas trop ailleurs. Après, c'est encore une fois pas pour jeter la pierre aux athlètes, hein. Je suis athlète, je fais de la compète, je vais pas cracher sur la compète, mais c'est vraiment pour dire aussi que il n'y a pas que des aspects positifs dans la compète. Il n'y a pas que du sain, en fait. Voilà. Il n'y a pas que des choses très saines. Puis après, de toute façon, alors on en revient à la même chose, c'est tu fais quand même ta prépa pour toi, pour ton plaisir, Ouais, et si tu ressentiras peut-être plus de plaisir, si toi tu ressens plus de plaisir à aller à la FBBN, bah, pourquoi t'embêter à aller ailleurs, quoi, enfin. exactement. Et au final, je me dis que je le ferai avec des personnes, vraiment, qui m'entoureraient, que ce serait au top, quoi, avec des personnes en or. Bah, Ben, par exemple, au-delà d'être le président de la fédération et d'être athlète, c'est aussi un poseur exceptionnel. Qu'il a un posing vraiment très esthétique, très fluide, avec beaucoup de personnalité et de prestance qui s'en dégagent. Donc j'aimerais par la suite qu'il puisse m'apporter une touche un petit peu plus personnelle sur mon posing, de telle sorte à sortir un truc vraiment incroyable, quoi. Et J'adore toi, le posing, j'aimerais vraiment pouvoir pondre à la FBBN un posing
digne de ce nom, quoi. Qui représente vraiment l'esthétique et le body, quoi. Ils ont des poses imposées, genre comme tu vois, l'IFBB Elite, ils ont imposé le classique physique, le vacuum obligatoire. Ah oui. Non, là, pas à l'FBBN. À l'IFBB, il était imposé, vacuum Ouais. obligatoire. Bah, je trouve ça, oh, je sais pas si c'est bien, mais si, c'est une bonne chose, je pense qu'il l'impose. Pour du classique, c'est une pause à travailler. C'est une pause à travailler. Bon, après, c'est que chez Elite, hein, parce que chez la Pro League, il me semble pas que ce soit obligatoire. Ah ouais, nous, à IFBB, on l'avait imposé en Ouais. 2019. Mais après, enfin, je sais pas, pour toi, tu t'as peut-être pas de mal à le faire, mais il y a certains physiques qui peuvent tout simplement pas le faire d'un point de vue anatomique aussi. Donc, Ouais, je comprends. Moi, j'ai pas du mal à le faire, mais j'ai pas de grande facilité à le faire non plus, quoi. ouais. Si je le fais en position de face, ça va nickel. Dès lors que je dois me mettre en cuisse abdos, là, c'est une autre histoire. Bah, de toute façon, enfin, dès que t'as une cage un peu, bah, Plus si t'as ouvert, pas une cage de powerlifter quelque part, c'est un peu compliqué de tout faire rentrer, quoi. bah ouais, carrément. Carrément. Après, je pense que ça reste un mouvement qu'on peut travailler quand même, hein, mais Ouais, bien sûr, ouais, ouais. et Tu l'as travaillé, par exemple, toi, parce on le voit beaucoup que tous les matins, les compétiteurs, ils le travaillent. Est-ce que ouais, toi, tu le fais? non, je le travaillais pas comme on peut le voir tous les matins, non. Moi, mon posing, je l'ai toujours travaillé après mes entraînements. C'est ce qui me faisait mon cardio, en fait. J'ai Ouais. jamais fait de cardio en prépa, pas une once de cardio, ne serait-ce que du basse intensité, rien du tout. C'était vraiment mon posing en post-training. Et pour rebondir là-dessus, si tu avais fait du cardio, est-ce que tu penses que tu aurais pu monter plus tes calories, par exemple? Euh, oui, mais au final, à quoi ça sert de dépenser plus pour manger plus? Ah bah après, ça peut être psychologique, mais Bien sûr, mais au final, moi, j'ai vraiment vu les choses, ben, si j'arrive à réduire quelque chose, autant que si ça marche, je n'ai pas à compenser par quelque chose d'autre, mais ouais. simplement éradier les deux, en fait. Et, en hors saison non plus, tu fais pas de cardio du coup. En hors saison, off saison, pas de cardio. Après, à côté, voilà, je suis assez sportif, je fais pas que du body, hein. Je suis Ouais. assez polyvalent, donc très hyperactif, toujours dynamique, de la rando, de l'escalade, du street workout, de la boxe, vraiment à côté plein de sports, donc le cardio derrière, il débite, quoi. Ouais. Ouais, ça se fait en fait naturellement, quoi. Oui, à côté, je suis coach sportif aussi, mais en double mention. Donc, j'ai été pendant 1 an et demi, 2 ans, prof de cours collectif aussi. Donc, j'ai fait du RPM, du body pump, du body attack, du LIA, du step, enfin, vraiment tous ces trucs de catabolisme, si on peut appeler ça comme ça. Tous ces trucs de catabolisme, j'ai pas mal donné là-dedans, donc le cardio, ça va. Est-ce que tu peux nous donner, je vais pas dire ce que je pense, mais ça veut tout dire, ton avis sur les courcos? Bah, mon avis sur les courcos, encore une fois, ça, c'est une question d'objectif. Ça dépend ce qu'on veut. Je pense que les courcos, ils vont correspondre à quelqu'un qui a du mal à se satisfaire lui-même dans son sport, dans sa discipline, qui a du mal à vraiment arriver à se mettre le coup de pied au cul et à se satisfaire des efforts fournis et à se conforter dans l'idée que tout va bien, qu'on progresse, tout ça. Les cours collectifs amènent l'aspect un petit peu plus, je dirais, social de la chose. Ça veut dire qu'on va vraiment se reposer sur les dires d'un prof ainsi que sur son retour. Donc on va vraiment se conforter sur le fait que le prof te dise, ouais, c'est bien, continue. Rien que ça va les satisfaire. Après, pour parler de l'aspect du coup bienfait et bénéfice des cours collectifs, on va pas se mentir, 95% des adhérents de cours collectifs font de la merde, totalement font de la merde. C'est le mot qui est le plus juste pour exposer les mouvements et ainsi que le taux de pratique des cours collectifs. Les profs ne prennent pas du tout assez en considération l'exécution et la bonne exécution surtout des mouvements Mm. de leurs adhérents dans leurs cours, quoi. Et même au-delà de ça, c'est vraiment un peu le champ de bataille. Quand on te lance dans un cours co, on te dit il faut que tu te défonces, mais au final, les gens, t'inquiète, ils se défoncent. Après, ils ont pas que des courbatures, ils ont mal. Ils ont Ouais. réellement mal. Mais je veux dire, ça dépend encore une fois quel sport collectif. Moi, je trouve que le RPM, par exemple, c'est super. Le RPM, c'est génial. Parce que c'est sur un vélo, c'est beaucoup fractionné, on vient faire des vibes de fou dans les filières énergétiques. On est sur un effort assez intense, assez court. Les positions de sécurité sont la plupart du temps respectées. Et si le prof est bon, le cours devra être bon normalement. C'est Mm. encore aussi une question de prof, hein. Ouais, mais Mais bon, après, pour le reste, tout ce qui est body pump, tout ça, ça reste,
voilà, pour en tout cas ceux qui écoutent ça, ça doit plus être des go muscu que des go courco, on s'est compris. Donc voilà, c'est pas grâce au courco que vous allez vous découper des biceps à la Schwarzy. Bah, à part peut-être vous les déchirer. À part le tirer. Voilà. En parlant de déchirure, tout à l'heure, t'avais dit que tu t'étais déchiré le quadri. Est-ce que tu as eu peur des blessures quand tu es descendu aussi bas en termes de masse grasse? Alors ouais, mais j'ai essayé de rester vraiment le plus humble possible, le plus humble possible avec le plus d'abnégation possible pendant cette prépa. J'arrivais vraiment à me dire, je suis conscient du danger, mais je contrôle le risque. Donc j'allais chercher les limites tout en les titillant. Je dirais sans aller chercher la rep qui je savais allait me défoncer, même si tu peux jamais savoir quelle rep va te blesser. Ouais, ça c'est sûr. Ouais. Mais c'était quand même dans un esprit vraiment de contrôle, avec vraiment le plus de contrôle possible. Donc des charges contrôlées, des mouvements excentriques contrôlés, pas de réflexe myotatique pendant la prépa. Donc Ouais. aucun réflexe myotatique n'a été admis pendant la prépa parce que mes tendons n'avaient pas le droit de subir ça. Je me le suis interdit, je l'ai pas fait. Donc rien que ça déjà c'est Ouais. une prévention, c'est un petit peu de sécurité. Après sur scène, mon quadri quand il a pété, il s'est pas déchiré, ça a pas été une rupture du quadriceps. Oui, oui, oui. Ça a été de la déchirure de myofibrille et de fibres. C'est-à-dire qu'il a pris cher comme un gros claquage, quoi. C'est ce que j'allais dire, ouais, un claquage en fait. Ou comme une grosse béquille, quoi. Vraiment, j'avais un bleu, j'avais un hématome. Mais bon, dis-toi qu'il s'est simplement fait ça en contractant. Ouais. C'est-à-dire que le point de crampe était tellement important que ça l'a quand même violenté. Ouais, ça c'est sûr. Mais à ce moment-là de la prépa, comme tu dis, tu as réfléchi à optimiser et à rendre ton entraînement le plus sécure possible. Est-ce que du coup, par exemple, même si tu as dit que tu faisais des haltères, est-ce que tu es passé un peu plus sur les machines, par exemple? Non, pas tant que ça. Pas tant que ça. Je variais vraiment les deux, ça dépendait. Ouais, J'essayais de conserver beaucoup de polyarticulaires et d'amener, ça dépend pour les muscles encore une fois, maximum un ou deux mouvements monoarticulaires. Pour en fait cataboliser le moins possible. C'est logique. Cataboliser le moins possible parce que si on vient mettre que du polyarticulaire, forcément le système nerveux va être vachement plus recruté que sur un mono. ouais, Donc, en toute logique, le muscle va moins perdre. Tu vois ce que je veux dire? ouais, ouais. Parce que le système nerveux va prendre le relais. Et quand il prend le relais, il fait pas semblant le cerveau. Ça y va vraiment. Après, est-ce que j'avais des... Non, je pense que voilà, comme je te dis, pas mal de polyarticulaires, des temps de récupération quand même un petit peu courts, faut justement casser les règles. C'est vrai que quand on a l'habitude de faire du six-rep, on a tendance à dire je fais de la force, donc prends 2 minutes de repos. Mais là, à l'inverse, on est en fin de prépa, on a besoin de venir titiller quand même une filière énergétique qui potentiellement va nous faire brûler des graisses. Donc, à défaut de n'avoir que 6 répétitions, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un temps de récup d'1 minute, Ouais. qui va concréer en fait totalement toutes les règles qu'on apprend en musculation, quoi. Faire du 6 reps avec 1 minute de repos, Oui. c'est pas très commun. Bah déjà, je sais pas comment, mais normalement, on a dû te l'apprendre pareil. On nous apprend donc la base pour faire de l'hypertrophie, c'est le 10 x 10 avec 3 minutes de repos à 75%. Ouais. Donc bon, c'est un petit peu, comment dire, une méthode Mais d'avant-guerre. c'est une méthode un petit peu à part. Après, moi, c'est comme ça que j'ai fait et c'est comme ça que ça marche sur moi, en tout cas. Donc, Ouais, des temps de repos relativement courts, pour moi, c'est vraiment le secret d'une bonne prépa, tout en ouais, mettant beaucoup d'intensité sur les charges. Et mes élèves, je ne cesserai de leur répéter, mettez de l'intensité, bordel. ouais, Et de l'intensité, ça fera tout, en fait. Ça fera toute la différence. La diète, c'est, en fait, il n'y a pas de 50%, c'est 100% d'entraînement et 100% de diète et 100% de mental. En fait, il faut être à fond partout. Si on ouais. veut être meilleur, forcément, il faut être à 1000% partout et ça marchera. Il n'y a vraiment pas de solution miracle. Ouais, mais on peut en revenir un peu à ce que tu disais. Le problème, c'est qu'il y en a beaucoup qui viennent pour parler à Mais Pierre-Paul Jacques plus que pour mettre de l'intensité. c'est pour ça que je dis ça. Ouais, il y a un pourcentage si pauvre en salle de sport qui sont là pour faire le taf. Il y en a vraiment très peu. Et Ouais, on le voit, hein, moi, quand je sors de mon entraînement, en gros, je suis par terre en tachycardie. Je suis en tachycardie, vraiment, j'ai du mal à respirer. Je suis mort dans le game, je suis trempé, je veux dire. On ouais. sent l'entraînement. On le sait, tu vois. Tu vois les gens à la salle, t'en vois pas beaucoup qui sont dans cet état. Et c'est pas normal. C'est pas normal. Parce que tout le monde devrait être dans cet état. Bah après, ou en tout cas, faut être clair avec ses objectifs. Non, ou alors, oui, mais après, voilà, ceux qui sont là pour faire ça, pas de souci.
Mais ceux qui sont là et qui à côté, du coup, viennent jeter la pierre en disant, ouais, mais toi, t'es comme ça, c'est pour ça que t'es comme ça. Non, mec, moi, je suis comme ça parce que je m'entraîne comme un vrai garçon. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc là-dessus, il faut quand même mettre un petit peu les choses au clair parce que c'est souvent ceux qui s'entraînent le moins bien qui me lancent la pierre, tu vois. Oui, oui, mais il y a beaucoup qui peut-être se voilent la face à ce propos-là en se disant, parce qu'il y en a certains qui sont doués génétiquement, qui en faisant pas grand-chose ont des résultats, ils doivent se dire que c'est possible pour tout le monde et il n'y a pas besoin de se buter. Faut quand Exact. même, ouais. Il y a de ça et après il y a un côté d'acharnement. Je vais te dire, c'est ingrat, hein, mais c'est la vie. Le body, c'est pas fait pour tout le monde. Mm. Le body, c'est vraiment un sport qui est pas fait pour tout le monde en fait. Il y a des mecs qui sont pas faits pour faire du body. Et moi, vraiment la meilleure chose pour eux, hein, c'est vraiment pour eux la meilleure chose que je peux leur dire, c'est arrêtez, Mm. arrêtez le body, arrêtez de vous entêter dans quelque chose qui n'est pas fait pour vous. Parce que de une, à la rigueur, vous allez faire quoi? Pendant 20 ans de votre vie, vous allez faire quoi? Vous allez faire de la compète. Tous les ans, vous allez remettre les pieds sur la même scène pour faire, ne serait-ce, allez quoi, un podium ou alors un top 5. L'année prochaine, vous allez revenir, vous allez refaire le même classement, encore un podium ou encore un top 5. Pourquoi? Parce que jamais tu feras premier. Parce que ce sport, il n'est pas fait pour toi. Et ça a l'air injuste ce que je dis. Mais au final, la vie, elle est injuste. Il y a des gens qui sont faits qui ont des prédispositions pour, mettons, un sport. Il y en a d'autres qui en ont pour une discipline intellectuelle. Il y en a qui en ont d'autres pour l'acuité à comprendre un calcul ou quoi que ce soit. Je veux dire, on est tous différents et tous uniques. Il y a un moment où si on se rend compte qu'on n'arrive pas à exceller dans un domaine et qu'on fournit tous les efforts nécessaires, il faut arrêter de s'entêter. Il faut se remettre en question. C'est ça. Et puis peut-être pas non plus, comment dire, à- juste parce que c'est la mode depuis quand même, on va dire Exactement. 5-6 ans, c'est de la mode de tous être inscrit dans une salle de sport. Bon, bah, c'est pas fait pour tout le monde pour autant, quoi. Exactement. C'est ce que je voulais dire un petit peu, même si c'était pas très clair, quand je disais en France, il y a plein de rigolos qui veulent faire de la compète, quoi. Ouais. Donc voilà. Après, d'un autre côté, on a envie de se dire, c'est sympa aussi, ça fait un esprit sportif. Les jeunes veulent se mettre au sport, veulent. Mais non, en fait, ils veulent pas le sport, ils veulent simplement le résultat et pas tout ce qui passe par là. Alors que ce sport, avant d'être ce qu'il est, c'est avant tout des entraînements, c'est avant tout de la souffrance, de la rigueur, de la discipline, de l'assiduité, du mental. Je veux dire, c'est toutes ces valeurs, tous ces principes qui composent un athlète et qui font ce que tu pourras sortir sur scène. Donc, je trouve que d'afficher un physique sur scène qui ne correspond pas du tout à un physique de scène, au final, même personnellement, je trouve pas ça gratifiant. Donc ces personnes-là, même pour elles, elles devraient se remettre en question et se dire, je vais faire quelque chose qui me correspond plus, avec lequel j'arrive à me conforter dans l'idée que ce que je fais, c'est bien pour moi. Que je sois pas là en train de me dire, putain, je suis une merde. Enfin, tu comprends un petit peu le... Ouais. Puis on en revient un peu à ça, on peut en revenir en tout cas à ce que tu disais sur les personnes qu'on suit par exemple sur les réseaux sociaux, parce que maintenant c'est comme ça que ça marche. Ouais, Enfin, faut faire le tri et choisir aussi qui est-ce qu'on suit pour avoir les idées claires, quoi. totalement, totalement. Et à l'inverse, pour l'autre extrémité, par exemple, les personnes qui, prenons un exemple plus facile, parce qu'elles sont, je dirais, plus sujets à nous que ça, donc les filles, dans la société actuelle, elles sont plus sujets donc au jugement physique que nous les hommes, parce qu'elles ont du coup, entre guillemets, des critères de beauté qui sont beaucoup plus précis, beaucoup plus... voilà, faut être beaucoup plus carré pour être une fille. Alors que nous, un gars, c'est bon, on se coiffe, on s'habille, on est bien. Une fille, si elle est pas comme ça, si elle est pas comme ça, il y a plus de critères qui font qu'elles peuvent être sujets, tu vois, à se remettre en question. Euh, Purée mince, je sais plus pourquoi est-ce que je venais là, je voulais rebondir sur quelque chose, Sur les modèles sur Instagram, je pense, je crois. sur les modèles sur Instagram, voilà. Euh, voilà. Et je dis, voilà, les filles sont plus sujets à ça, par exemple, mais les mecs aussi, hein, je le dis. Comme tu l'as dit, c'est important, tu vois, de suivre des bonnes personnes qui, du coup, sont pour nous des exemples, des modèles qui nous tirent vers le haut, sur qui on peut s'identifier, etc. Sauf que le problème, c'est aussi, comme je t'ai dit tout à l'heure, moi, je ne suis pas, par exemple, des physiques où je sais pertinemment que c'est pas des physiques que je pourrais atteindre. Mm. Parce que on a l'impression que ça nous motive. Tous les jours, on est là sur Insta, on voit tout ça. On voit tous ces trucs. Par exemple, les meufs qui suivent que des meufs avec un cul de brésilienne, avec nanin, tout ça, tout ça. Ben, c'est à elles qu'elles font du mal. Et c'est elles qu'elles mangent de l'intérieur petit à petit. Parce que quand l'écart, encore une fois, est trop important entre ce qu'on a et ce qu'on veut, ou alors ce qu'on voit, c'est là qu'on n'est pas bien. Donc je pense que les réseaux, ça apporte un aspect très négatif sur la compétition, très négatif.
et que le positif comparé au malsain, au négatif que ça apporte, il est très minime. Pourquoi? Parce qu'il y a peu de gens en fait qui décident de se mettre des barrières et qui décident réellement de s'exposer et de s'identifier à des personnes qui sont saines et qui réellement peuvent leur apporter parce que c'est atteignable et parce que c'est quelqu'un qui lui correspond en fait. Je sais pas moi, qui partage soit les mêmes valeurs, soit les mêmes principes, soit qui partage quelque chose vraiment de commun où on soit pas là à se dire vas-y moi demain je vais suivre un Ronnie Coleman et tous les jours je vais me matrixer avec ses vidéos pour me dire que je vais être comme lui. Non, ça c'est l'erreur. Et il y en a beaucoup qui la font. Bah, en fait, on en revient à la chose où, tu sais, on disait avant, enfin dans les romans, entre guillemets, dans les livres, on disait on est la somme des 5 personnes qui nous entourent. Sauf que bon, maintenant, il faut élargir cette bulle avec les réseaux sociaux. Et c'est pareil, en fait, il faut bien comprendre que ben on ressemble un petit peu à ce qu'on suit, ce par qui on est entouré, ce par quoi on est entouré. Totalement, totalement. On est un petit peu à l'image de ce qui nous entoure. On est un très beau reflet de notre entourage proche, d'où encore une fois l'importance de s'entourer de bonnes personnes dans ce milieu. Ça c'est évident. Euh, mais après, voilà, je pense que oui, l'aspect des réseaux sociaux peut vraiment apporter, hein, c'est quelque chose de génial. Moi, le premier, j'y suis. J'apprécie beaucoup partager des photos, je dirais moins des moments parce que je parle pas beaucoup sur les réseaux. Mais j'aime partager des moments, tout ça, d'avoir un petit retour, c'est sympa. Mais pour au final, ce que ça apporte concrètement et réellement à quelqu'un qui doit s'accrocher à des choses solides et concrètes, bah, je trouve que ça fait vraiment un petit peu se perdre et ça nous fait plus perdre du temps qu'autre chose. Ouais. Ouais, il faut savoir Ça, dissocier. exactement, c'est une question d'équilibre, c'est comme le travail. Mm. Si demain j'arrive pas à prendre du temps pour moi, bah, je passe 18 heures par jour à travailler sur l'ordi. Sauf qu'au final, qu'est-ce que ça m'apportera de travailler 18 heures sur l'ordi si derrière, il n'y a pas une minute où je peux profiter de moi, de ce que je suis, de ma vie, c'est un petit peu la même chose. En parlant de travail, c'est quoi tes objectifs, si tu peux en parler, Ouais. que ce soit professionnel, enfin, au niveau sportif, on en a parlé, mais professionnel. Et ben, du coup, professionnellement parlant, donc là, je suis coach sportif, Ouais. donc diplômé depuis une petite année. Je, j'allais dire, je travaille depuis un petit moment à distance, ainsi qu'en salle de sport. Donc j'ai des élèves en ligne. Donc voilà, mon activité principale aujourd'hui, c'est coaching online. Donc je fais tout ce qui tourne autour de la préparation de compétition, que ce soit pour les filles ou pour les garçons. Après, sur du spécifique pour de la perte et de la prise de poids, avec des suivis donc personnalisés sur des bilans semestriels, mensuels, etc., etc. Ok. Est-ce que toi, parce qu'on a quand même parlé des salles, du coup, est-ce que ça serait un rêve pour toi d'avoir une salle ou pas? Non, pas du tout. Ok. Pas du tout. Ce serait vraiment pas mon objectif. Aujourd'hui, j'ai déjà travaillé en salle de sport, du coup pas mal, Mm. déjà beaucoup coaché. Et c'est un petit peu comme quand je te dis que l'écart entre ce qu'on veut et ce qu'on a est trop grand, c'est là qu'on déprime. Et ben quand l'écart entre ce qu'on fait et ce qu'on reçoit, il est trop grand aussi, et ben on n'est pas satisfait. Le manque de reconnaissance, c'est quelque chose d'omniprésent et ça devient quelque Ouais, chose de, en fait, qui fait chier. Ça devient quelque chose de saoulant. À la fin, on n'a plus envie de faire les choses quand on manque de reconnaissance. Pas exactement. forcément la reconnaissance d'autrui, je m'en fous, mais un petit peu cette reconnaissance personnelle, cette satisfaction personnelle, de se dire qu'on sert réellement à quelque chose, que ce soit sur la compète ou dans le professionnel. Et j'ai beaucoup apporté de valeur immatérielle à beaucoup de personnes qui se reconnaîtront sûrement s'ils entendent ça et qui en retour ne m'ont apporté vraiment bah, que de la merde en fait. C'est pas pour autant que j'attends un retour, mais encore une fois, quand l'écart entre ce qu'on donne et ce qu'on reçoit il est trop énorme, on prend une tarte dans la gueule quand même. Et à force, du coup, ben, d'avoir donné, je dirais, ben, beaucoup d'amour propre, beaucoup de valeur immatérielle, beaucoup de valeur ajoutée à des vies, à des personnes, pour avoir un retour au final assez médiocre et assez pourri, en fait. Ça m'a vraiment fait prendre du recul, au final, sur ce que je voulais faire et ce que je voulais recevoir. Donc aujourd'hui, professionnellement parlant, à côté, je développe aussi d'autres business. Donc j'ai d'autres business sur lesquels je travaille qui me permettent d'avoir aussi une source de rémunération. Et le reste de mes élèves, du coup, je les sélectionne aujourd'hui. Donc je ne travaille plus avec tout le monde comme je faisais avant, parce que je souhaite travailler avec des personnes avec qui je partage, je dirais, un minimum de choses et avec qui je considère que ça va bien se passer tout simplement, avec qui j'ai envie en fait de travailler.
parce que j'ai déjà eu des élèves, par exemple, qui me retournaient dans mes messages, ouais, ton travail, il ne mérite pas d'être payé, donc je vais pas te payer. Ah ouais, carrément. Le mec me doit 500 euros, tu fais quoi dans ces cas-là? Bah, soit t'es pas payé, soit t'es obligé, ben, de te mettre tout seul dans la merde, t'es obligé d'aller chez les gens, d'en choper un par le cou, puis d'en choper un autre, etc. Au final, tu fais le flic avec ton propre argent qu'on n'a même pas envie de te donner. Donc tout ça, c'est terminé. Et je me suis trop fait prendre pour un con par rapport à ça. Et aujourd'hui, bah, mon travail, il est respecté à sa juste valeur parce que justement, je permets plus la possibilité à ces gens de travailler de cette manière avec moi. En fait, c'était une erreur de ma part déjà d'avoir baissé ma garde sur ça, d'avoir été gentil encore. Donc aujourd'hui, je fonctionne différemment. Je suis en train de lancer mon site internet, ce qui me permettra d'automatiser toute la prise de rendez-vous. Donc ça sera vraiment un gain de temps et une organisation vraiment super. Donc j'espère pouvoir finir bientôt pour pouvoir débiter encore plus et, euh, et pouvoir apporter un maximum de personnes, quoi. Pour apporter un max. Ok. Est-ce que tu as un autre message que tu aimerais faire passer avant de nous quitter ou un conseil à donner en, je sais pas, en lecture, en autre? Je vais pas te donner de conseils en lecture. En petits conseils personnels, qu'est-ce que je pourrais donner? Bah, on revient un petit peu sur le fait que pour toutes les gars et les filles, bien sûr, donc qui veulent faire de la compète, faites-le avant tout pour vous et uniquement pour vous. Sachez que votre entourage ne sera pas forcément là pour vous soutenir ou à l'inverse sera là pour vous soutenir, mais quoi qu'il en soit, il faut que vous soyez 100% aligné avec ce que vous faites et que vous le fassiez avec du plaisir parce que une vie, on en a qu'une et elle peut s'arrêter demain. Donc profitez de la vie et soyez heureux. Bah, Voilà. c'est mon petit message pour finir. Encore merci d'être venu. Je te souhaite une bonne séance de cuisse du coup. Merci à toi, Alex. C'était un plaisir de venir sur ta chaîne. Tes questions étaient pertinentes et super. Ça m'a vraiment fait plaisir d'échanger avec toi. Bah écoute, pareillement, c'est gentil. Puis pourquoi pas une prochaine fois, avec plaisir. Avec plaisir. Je te Allez, remercie. Passe ciao. une bonne journée. Ciao, ciao, Merci. Alex. Salut.